Maintenant, d'accord, ça ne cache pas moins le fait aussi que une des caractéristiques sera d'accord, d'éloigner, voilà, d'éloigner, n'est-ce pas, l'œuvre d'art, on va le dire ici, l'œuvre d'art, alors, d'une utilité sociale. En ce moment, cette manière de faire aussi a son inconvénient. L'œuvre d'art devient quelque chose. Alors, lorsque vous finissez de produire une œuvre et que vous pensez que c'est artistiquement beau, mais le beau est subjectif et relatif, parce que ce qui peut être beau pour moi ne peut pas être beau pour l'autre. Néanmoins, si l'œuvre peut avoir un déterminant commun, jouer un rôle de sensibilisation à un phénomène, nous tous nous pouvons nous retrouver dans ce phénomène. L'utilité sociale est alors présente. Mais le Parnasse dégageait tout cet aspect-là, d'accord, dans la production artistique. Pourquoi on dit que, bon, il y avait ce souci-là, n'est-ce pas, d'éloigner l'œuvre d'art de toute utilité sociale. L'œuvre d'art on va le dire ici, de toute utilité sociale. Voilà. Donc, vous vous rendrez compte en ce moment que, au fait, les belles œuvres ne doivent pas qu'avoir de l'utilité esthétique, elles doivent avoir aussi de l'utilité autre que esthétique, telle que des utilités économiques, des utilités sociales, être utile à une société. Voilà. C'est ce qui fait que Victor Hugo, je crois bien, disait en ce moment, bien sûr Victor Hugo, qui vous dit que, au fait, là pour là, c'est bon. Mais encore qu'il faut aller mieux, au-delà de là pour là utile aussi pour la société, c'est encore mieux, paraphrasé en griffe, n'est-ce pas, de cette manière. Alors, ça va faire que le mouvement, pour se lancer même, va créer une revue. Parce qu'un journal, d'accord, pour se faire connaître, voilà, la revue Le Parnasse. Un journal a existé, en griffe comme ça, on va l'appeler ici, un journal a existé du nom de Le Parnasse et qui avait pour objet de ventiler les œuvres, le courant, l'idéologie, les idées, la manière de voir de ce mouvement parnassien là. D'accord? Alors, au-delà de tout ça, les auteurs qui ont été les influenceurs de ce mouvement, ou en tout cas qui ont influencé ce mouvement, on va le dire ainsi, auteurs influents et œuvres du Parnasse. Voilà. Auteurs influents. Au compte de ces auteurs influents, vous allez avoir le chef de file, c'est Théophile Gautier. Un certain Théophile Gautier. Voilà, comme ça, n'est-ce pas? Théophile Gautier. Alors, qui a un célèbre livre poétique, là, un très long poème intitulé La morte amoureuse. La morte amoureuse, on sait pas ce que, voilà, qu'est-ce qu'il y dit. Il y a un petit relent de symbolisme dedans, mais il y a aussi, lorsque vous lisez, c'est vraiment l'écriture pour l'écriture. La morte amoureuse, l'utilité qu'on peut faire, c'est dans des cas de critique approfondie, des analyses de haut niveau. Voilà pour ceux qui vont s'intéresser à la poésie, etc. Mais pour l'instant, retenez que Théophile Gautier, n'est-ce pas, est d'abord, n'est-ce pas, le chef de file, d'accord, du mouvement Parnasse. Voilà, si vous voulez, le patron du mouvement Parnasse. Il a une œuvre comme ça, hein, voilà, c'était Émox. Voilà, je ne sais pas. Émox et, voilà, Camé. Voilà, par exemple. C'est lisible, je crois, Camé. Voilà. Théophile Gautier. Donc, un littéraire doit avoir cela. Il y a des icônes qu'il faut parfois retenir pour... Parce que parfois, quand on dit quel mouvement littéraire caractérise ou Théophile Gautier caractérise quel mouvement littéraire ou à quel mouvement littéraire associe-t-on Théophile Gautier, etc. Vous pouvez le voir peut-être ayant pris part à d'autres mouvements, surtout si nous descendons vers le XXe siècle, etc. Il a écrit dans d'autres registres, n'est-ce pas? Mais
c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a un mouvement pour lequel il est, si vous voulez, le précurseur, l'icône centrale, c'est le Parnasse. Donc, on le nomme le chef de file de ce mouvement. Voilà, avec bien d'autres auteurs, voilà, très peu connus sous nos cieux. Le conte, par exemple, alors le conte de, voilà, l'île. N'est-ce pas? Avec des poèmes antiques. Poèmes antiques. N'est-ce pas? Tel que José Maria de Heredia, vous avez aussi José Maria, voilà, de, comme ça, Heredia, voilà, Trophée, et somme tout un ouvrage comme ça, hein, un écrit tel que Trophée, au pluriel, voilà, etc. Et pour en saisir mieux les teneurs, les profondeurs, voilà, vous aurez bien d'autres éléments à pouvoir compléter dans vos lectures, vos recherches personnelles, d'accord, qui vont contribuer à asseoir une certaine assise profonde de votre bagage littéraire, de votre culture générale littéraire. Ce qui reste intéressant à souligner, d'accord, ce mouvement-là a particulièrement été un mouvement plus ou moins éphémère. Il a plus ou moins été éphémère. Il a tenté d'enrichir la littérature, certes, d'accord, mais a eu une influence modeste. Voilà. Parce que quelque chose d'important l'a rattrapé, d'accord, le monde de plus en plus industrialisé, le monde de plus en plus capitaliste, le monde de plus en plus, voilà, concret, qui est dans la réelle et non dans, si vous voulez, on peut le dire ainsi comme ça, dans les détails d'esthétique, de beauté, etc. Le concret a emporté le Parnasse. Disons, ça n'a pas eu grand succès en tant que tel, ce mouvement-là, parce que son objet excluait véritablement ce qui constitue le substantiel, l'utilitaire, voilà, parce que l'humanité n'a pas tardé à en avoir marre, n'est-ce pas, de ce qui est beau, ce qui est là pour là, dès que l'époque du bourgeois gentilhomme, de l'esthétique, etc., ont été révolues. Voilà, chers apprenants, ce qu'on pouvait dire, n'est-ce pas, voilà, du mouvement Parnasse, et qui nous permettent de conclure de façon générale, si vous voulez, ce courant littéraire. Tout ça montre, d'accord, alors, une sorte de richesse de la littérature. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc, alors, tout ça, en conclusion, tous ces mouvements et courants littéraires que nous avons parcourus, du classicisme jusqu'à voilà, ce mouvement, le Parnasse là, quand même témoignent de la richesse de cette littérature française-là, n'est-ce pas, qui a connu un non-chevauchement. Donc, à titre de conclusion, c'est ce que nous allons peut-être retenir que, voilà, la littérature, n'est-ce pas, française, n'est-ce pas, est riche, on va dire quoi, voilà, vaste, on va le dire, riche, n'est-ce pas, vaste aussi de ces divers domaines, âges, période ou époque. Voilà. On va même tirer de contraire. Et c'est le reflet, d'accord, de la richesse, ou également, n'est-ce pas, de la langue et de la culture de cette communauté-là. Cela ne cache pas moins, d'accord, de dire, cela ne
cache pas moins la richesse également de cette langue, c'est-à-dire la langue française, voilà, cette langue, et aussi, n'est-ce pas, la culture de cette langue, virgule, de cette culture française, n'est-ce pas, cette culture française, point. Donc, si on a pu faire tout ce parcours, cela ne témoigne pas que la culture française est pauvre, c'est une culture aussi riche. Si on a pu faire tout ce parcours, cela ne témoigne pas moins que aussi la littérature française est vaste, mais aussi riche, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines, dans plusieurs âges, dans plusieurs périodes, dans plusieurs, etc. Et voilà qui met fin à notre parcours sur un peu, voilà, les bribes de notions sur la littérature française, à la suite de laquelle il faut s'interroger aussi comment peut se comporter la littérature, d'accord, à notre niveau. Vous l'avez entendu, la littérature disciple ou une littérature dite africaine. Sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments de révision, d'accord, et nous nous retrouverons dans bien d'autres aventures, dans d'autres histoires ou nos histoires de la littérature.